Mes vacances, je les ai toujours passées avec Mylène. On a l'habitude de partir chaque été, un mois ensemble. C'est un rituel, surtout le seul moment de l'année où on est vraiment tous les deux. Car avec Mylène, on n'a jamais vécu ensemble. On s'est rencontrés quand on était étudiant à Toulouse. J'étais venu en train depuis le Pays Basque pour m'inscrire à la fac. Je me suis installé dans le quartier de la gare et je n'ai pas bougé. Mylène, elle, était de passage. Elle est partie ensuite à Marseille, en Italie, à Paris. Elle n'a jamais eu peur de bouger. Cette fois, elle m'a dit qu'on partait en Amérique du Sud. Et pour 6 mois. Dans ma famille, on m'a toujours parlé de mon arrière-grand-père Jean-Baptiste. Il était parti pour l'Argentine, où il a fait fortune. Pour surmonter ma peur du départ, je me suis accroché à cette histoire, comme on s'accroche à une bouée de sauvetage. Nous voilà partis pour le bout du monde. Mylène par amour du voyage, et moi par amour pour elle. Sur la route de Kevodo à la sortie de Latacunga, vous pouvez vous rendre à Zumbaga. Vous pouvez louer un taxi ou une camionnette avec chauffeur. Comptez 2 heures de trajet pour parcourir les 50 km. Le village vaut le détour. Ne pas louper son extraordinaire marché du samedi matin. De là, vous pouvez rejoindre en bus la Laguna Quilotoa, qui se trouve à 14 km. En fait, j'ai bien préparé ce début de voyage. J'ai lu des guides que je connais à peu près par cœur. J'ai mémorisé aussi des cartes et des photos. J'essaye de tout prévoir, de tout organiser. Ça me déstresse. Ça m'occupe aussi. Les hôtels, les restos, les prix, je connais tout. Dans les moments où je ne fais rien, j'essaie de pas trop penser. Et moi qui dormais toujours comme un bienheureux à Toulouse, ici j'ai un sommeil agité. Chaque nuit, je fais des cauchemars. Un ami producteur m'a prêté une caméra avant de partir. J'avais décidé de filmer les différents endroits traversés, un peu comme on écrit des cartes postales. Mais très vite, la caméra va me servir à rédiger mon journal de bord. Ouais, ça tourne. Voilà, ça fait 3 semaines qu'on est parti. Il y en a qui étaient un peu énervés au début. Les 3 premières semaines, ça a été coup-ci coup-ça, il fallait se mettre dans le rythme. Moi, j'étais pas très bien, souvent malade. Chaque fois qu'il fallait changer de ville, prendre un bus, c'était toujours un peu l'énervement. Sinon, bon, ce qui me concerne, moi, j'étais venu pour maigrir. Ça a pas mal marché, j'ai déjà perdu 4-5 kilos. Apprendre l'espagnol. Ça débute, c'est pas encore ça. Et puis, bon, faire un film, ça va être plus compliqué. Et puis je voulais dire aussi que la nourriture est très bonne. On a bien mangé. Voilà. C'est pas trop inspiré pour une première fois. C'est dimanche, il pleut. Mylène ne trouve rien de mieux à faire que de regarder la télé. Moi, ça me dépasse un peu, que l'on puisse se retrouver à 10 000 km de Toulouse pour regarder un AV américain. Mylène, par la fenêtre, a vu 2 cyclistes, qui apparemment ne font pas le même voyage que nous. Claude est suisse. Il fait le tour du monde en vélo. En 5 ans, il a parcouru 100 000 km. Il y a quelques mois, il a rencontré Ruedas, un Espagnol, et ils font route ensemble vers Ushuaia. C'est notre première vraie rencontre. J'avais envie d'écouter quelqu'un qui voyageait depuis longtemps. Quelqu'un qui puisse m'éclairer sur ce qu'allait devenir mon propre voyage. Il faut quand même, je pense, à peu près 3 mois pour te mettre dans le rythme, dans l'ambiance du voyage. C'est pas donné, c'est pas comme ça, quoi. Il faut que tu fasses un effort physique, mental pour te mettre, pour avoir cette énergie
positif, quoi, qui t'aide sans cesse à aller, quoi. Il y a de la routine, il y a de la monotonie dans un voyage, comme dans toute forme de vie, quoi, finalement. Il y a des moments de doute terribles où tu es seul, tu te dis mais mon Dieu, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je voyage? Il faut l'admettre, c'est vrai qu'il y a des moments comme ça, mais qui sont utiles, qui sont nécessaires. Pendant un tel voyage, tu as une relation privilégiée avec ton vélo? Parle-nous-en un peu. Oui, ma bicyclette a un nom, elle s'appelle l'ours. Tu parles à ta bicyclette? C'est un monologue ou un dialogue? Non, non, c'est un dialogue. Oui, je considère que les objets sont vivants. Ce qui se passe, c'est qu'ils ont une autre forme de vie. La pierre est vivante, le métal est vivant, tout a une vie. Ce qui se passe, c'est qu'ils ont un autre degré de conscience. Je considère que ma bicyclette a sa propre vie, en plus de la personnalité que je lui attribue. On peut dire que j'entretiens une relation très spéciale avec elle. L'archipel des Galapagos était l'un des rêves de ce voyage. Avec Mylène, on s'est payé le luxe d'une croisière. C'est le seul moyen pour visiter les îles. On dépense 1600 francs par jour, alors que notre budget prévu était de 300 francs. On est 12 sur un petit bateau. D'habitude, ça nous énerve, enfin moi ça m'énerve au bout d'un moment d'être avec des gens et tout ça. Mais là, pas du tout. C'est peut-être parce que, comme on est tout le temps tous les deux, on a besoin de voir du monde, je sais pas, mais ça se passe bien. Les Galapagos, c'est un peu le zoo, mais à l'envers. Les animaux sont en liberté et nous, les visiteurs, on est parqués. L'ambiance est sympa avec les autres touristes. Tout le monde a l'air très content d'être là, en voyage organisé. De voir ce pourquoi on avait payé. Mais moi, je me rends bien compte que réduit à ce mot d'organiser, notre voyage perd un peu de son sens. Avant de partir, je me disais, comme on part tout le temps 5 semaines, un mois, je me disais, au bout d'un mois, on va avoir un moment, on va se dire, d'habitude on rentre, est-ce qu'on n'a pas pris trop de temps, est-ce que ça va pas durer trop longtemps, est-ce qu'on va pas avoir un moment où on va en avoir marre? Puisque d'habitude c'est le temps qu'on a de vacances, et en fait, pas du tout. Hier, on a nagé avec 50 requins, donc c'est le genre d'anecdote qu'on va raconter en rentrant. Donc, maintenant, à partir de maintenant, on peut rentrer. On a des choses à raconter. Je n'ai qu'une obsession en tête, le retour. Je n'ai pas envie de rentrer, mais pour moi, le voyage a nécessairement un début et une fin. Et c'est cette fin que je cherche. À Aguascalientes, sur le quai de la gare, on rencontre Ramon, un basque espagnol. Si tu veux parler en espagnol, il n'y a pas de... Attends, avant tout, le travail, c'est l'argent. Ramon parcourt le monde depuis 12 ans. J'avais envie de savoir quel sentiment il éprouvait. Est-ce que tu sais quand tu vas rentrer chez toi? Ah, ne sais pas. Ok. Je sais pas quand je vais rentrer chez moi, car pour le moment, j'ai plus d'argent du tout. Petit à petit, c'est terminé. Nos vemos, tranquilo. Venga. Maintenant, estoy procurando. En ce moment, j'essaye de gagner un peu d'argent pour pouvoir continuer le voyage. La vérité, c'est que je ne sais pas où je serai demain, mais je ne suis pas pressé. Moi, ça ne m'intéresse pas d'acheter une maison, de travailler pendant 10 ans pour rembourser chaque mois les emprunts. Non, pour moi, c'est trop difficile. Ouais, j'aime la liberté. Et pour moi, la vie, c'est un cadeau. Le plus important est gratuit, l'air, c'est gratuit, le soleil, c'est gratuit, et l'amour aussi. Quand tu voyages, rien ne te manque? Ah, ma mère. Et pour moi, je pense toujours à ma mère. Et si je dois rentrer un jour, c'est sûr, c'est pour ma mère. C'est ma mère. Si. Oye, se queda aquí. Oh, la plume. Ah, il pleut.
Eh? Oh, je vais soir. Il faut que je rentre le linge que j'ai laissé à l'hôtel. Le train nous amène au Machu Picchu. Il m'amène surtout vers un souvenir d'enfance. À l'école, la couverture de mon cahier de texte était une belle photographie de la cité Inca. Pendant les cours, je rêvais à ces ruines coincées en altitude quelque part entre les Andes et l'Amazonie. Il faut compter 4 jours de marche pour atteindre le Machu Picchu. Au matin du 3e jour, il y a du brouillard et de la pluie. Avec Mylène, l'ambiance n'est pas au beau fixe non plus. Un mauvais réveil, une mauvaise nuit sous la pluie, je ne crois pas. Depuis notre départ de Toulouse, on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde. Bon, ben, 3e jour de marche. Il pleut un petit peu, mais bon, il faut s'y faire. Hein. Il a fait beau les 2 premiers jours. Là, le 3e jour, il pleut. Donc, il nous reste un jour de marche avant d'arriver au Machu Picchu. Donc, le premier jour, il y avait 1100 mètres de dénivelé pour monter à 3006. Voilà. Deuxième jour, il y avait 900 mètres de dénivelé pour arriver à passer à 4002, redescendre, remonter. Super. Ici, là, on est à 3700 mètres. C'est clair. Mylène n'est déjà plus préoccupée par rien d'autre que de se faire plaisir dans ce voyage. La vie professionnelle, le stress, les soucis du quotidien, elle a laissé facilement derrière elle tout ce qui nous avait fait partir. Ce n'est pas mon cas. Moi, je suis encore dans la phase d'acclimatation. Attends-moi un peu. Attends-moi. Là, on est au 4e jour de marche. La végétation a pas mal changé. On est plutôt dans la jungle, bien qu'on soit à 2500 mètres. On espérait bien que pour l'arrivée sur le Machu Picchu, on aurait du soleil. Mais c'est pas trop grave. C'est bon, il n'y a personne. Eh bien, j'en ai plein les pattes. J'ai mal aux jambes. Je ne fais que penser à une seule chose. C'est à du magret, près d'un feu de bois, bien au chaud. Bon, en plus, c'est nul. Je sais pas pourquoi on fantasme dessus. C'est trop tas de cailloux. Et la route est beaucoup plus jolie. Non, c'est bien. Le Machu Picchu est magnifique. Mais après la visite du site,
on retrouve vite la réalité du voyage. Et avec elle, la question que je ne cesse de me poser depuis le début. Qu'est-ce que je fais ici? En allant à Titicaca, on a rencontré Madeleine et ses parents. Eux au moins, ils savaient très bien pourquoi ils pédalaient depuis 15 mois. T'as quel âge maintenant? 5 ans. 5 ans. Et quand t'es parti, t'avais quel âge? 3. C'est ta remorque? Oui. Ah. Alors tu me l'as fait visiter? Oui. Voyons comment elle est. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Un magnéto pour écouter des chansons. Pendant que papa il pédale, tu écoutes des chansons? Oui. Nous sommes catholiques de confession et nous sommes partis pour essayer de rechercher le contact avec la Providence, le contact vraiment direct avec une relation divine. Ce voyage nous a apporté énormément de choses sur le côté spirituel. Nous avons rencontré des familles, des gens qui nous ont fait découvrir des choses qu'on ignorait en France, comme par exemple la protection des anges gardiens que nous avons perpétuellement sur notre voyage, que chacun possède près de lui. Donc là, nous vivons vraiment... D'ailleurs, vous ne voyez pas, là, j'ai la main de mon ange gardien là, qui est sur moi, qui me dit raconte pas de bêtises. La vie entière devient une prière. Je pense que c'est un petit peu le but de toute personne qui croit. Nous n'avons pas l'impression de voyager à 3. Nous sommes plus nombreux sur nos vélos. Tu rencontres beaucoup d'enfants avec qui tu peux jouer? Oui. Oui. Tu parles espagnol maintenant? Oui. Yo tengo hambre. Ben merci. Le ciel s'assombrit au-dessus de nos têtes. L'orage gronde. Mylène en a marre de courir partout, d'enchaîner les visites, marre en fait de ma façon de voyager. C'est elle qui a décidé de venir se poser sur cette île au centre du lac Titicaca, au centre de la cordillère des Andes, au centre de l'ancien empire Inca. Bref, on est au centre du monde. Et comment ça se passe quoi Le voyage. le voyage là? Je sais pas, ça se passe. Alors, Alors, le voyage, comment ça se passe? C'est la question. Ben, ça se passe bien. Disons que beaucoup de choses différentes quand même. Donc, on peut pas dire que... Merde. C'est toi, ça va pas du tout, vu que s'engueuler. Je sais pas si on va finir le voyage ensemble, c'est tout. Puis voilà. Comment ça se passe? T'arrêtes pas de m'engueuler, t'es tout le temps énervé. Tu sais pas voyager, voilà, c'est tout. pendant que Mylène lit L'idiot de Dostoïevski, détendu et détaché de tout, moi je traîne dehors avec mon guide de voyage. Il est marqué qu'il n'y a strictement rien à visiter sur Amantani. Il n'y a personne à rencontrer, et en tout cas, aucun voyageur qui pourrait m'expliquer ce que va devenir mon voyage. Toulouse me manque. On arrive sur l'Altiplano. La route traverse cette ville de 10 000 habitants, construite près d'un immense désert de sel, à près de 4000 mètres d'altitude. Je suis malade. Je manque d'oxygène. Je ne prends plus aucune initiative.
À la sortie de la ville, il y a un cimetière de locomotives. Des vieilles locaux qui ont sillonné les voies andines dans tous les sens. Aujourd'hui, elles sont livrées au tag des voyageurs. Ainsi va la vie, recherche mécanicien avec expérience, urgent. Dans le train fatigué, j'ai rencontré un couple d'Américains, partis depuis 6 mois. Au début du voyage, nous sommes arrivés ici, nous avons fait pas mal de ski. Puis, quand la saison de ski s'est terminée, nous avons pris des cours de parapente. Ensuite, nous avons pris des cours d'escalade sur glace. Puis, nous avons acheté un livre de cours d'escalade sur rocher et nous nous sommes exercés. Tout ce sport, tout ce travail. Je crois que je suis en train de penser de plus en plus à ma maison, à ma famille, à la facilité de la vie là-bas. Ici, la vie est dure. C'est dur de voyager tout le temps, d'escalader, de marcher. Je suis fatigué physiquement et aussi mentalement. Je voudrais rentrer chez moi, retrouver mes habitudes et mon confort. Mais j'ai qu'une année de vacances. Aussi, je dois en profiter. En écoutant Fernando, j'ai eu un choc. J'ai eu l'impression de voir mon double. J'avais tellement préparé ce voyage, et pourtant, comme lui, je faisais fausse route. Comme lui, je risquais de passer à côté. Là, ça va. Ça fait 4-5 jours que ça va pas trop. Je sais pas, c'est une déprime. J'ai l'impression d'être revenu comme à la première semaine du voyage. Je me dis que c'est trop long. Je pense vachement au bio que je faisais avant. J'ai perdu 14 kilos. Hein. Oh, venez! Oh! Je suis complètement dans le thé. La nuit, je dors pas. Le jour, je plane. J'arrive pas à lire. J'arrive pas à jouer aux cartes. Ah! Attendez! C'est quand je veux te cacher. Ben, je crois que c'est le moment de faire un petit bilan de ce voyage. Ça fait 3 mois qu'on voyage. Pour moi, voyager, c'est naturel. C'est un état normal. C'est comme ça devrait être tous les jours. Pour moi, ce qui n'est pas normal, c'est être à Paris, travailler, rester tout le temps au même endroit. Pour moi, c'est vraiment là où je me sens bien, c'est vraiment quand je voyage. On s'installe chez Jean-Marc, quelques jours. C'est un Français qui travaille ici depuis 5 ans. On l'a rencontré un peu plus tôt dans les rues à La Paz. Jean-Marc nous amène avec son voisin à Tiataco pour la fête de la balançoire. C'est la fête du village, un peu comme chez moi au Pays Basque. Je m'y sens bien aussi d'ailleurs.
Jeux, musique, danse, chant, je profite de tout. La chicha se boit facilement. Ça ressemble à une bière dans laquelle on aurait rajouté du jus de fraise. Et puis il y a la pétanque, la rayuela. Je m'y suis essayé avec quelques pièces de monnaie, mais c'est loin d'être évident. Le jeu de la rayuela se joue avec 4 pièces de monnaie et une pierre. Le trou dans la pierre vaut 4 points et la pierre vaut 2 points. Et on additionne les points. Pour bien jouer, on boit de la chicha, un demi-verre ou un verre entier, suivant ce dont on a besoin. Et le clou de la fête, c'est une balançoire, la waliunka, que l'on installe en plein air le temps de la fête. Elles sont utilisées uniquement par les femmes du village. La Walunka signifie dans la langue de nos ancêtres oscillation. C'est le symbole d'un adieu au printemps pour rentrer dans l'été. C'est un rituel agricole pour demander une meilleure récolte et plus de pluie. La balançoire va chercher la pluie dans le ciel pour venir fertiliser nos terres. Mais il y a une autre signification à la Walunka. Les jeunes filles se balancent aussi pour récolter un fiancé, car c'est la fête de la fertilité. Si elles attrapent le panier de fleurs, c'est un signe de bonne chance et de bonne récolte. La chicha, c'est bon, mais c'est comme le reste, à consommer avec modération. Les voyageurs que j'ai rencontrés avaient raison. Il m'aura fallu 3 mois et demi pour commencer à me sentir bien dans ce voyage. 3 mois et demi pour m'apercevoir aussi que l'on était parti à 2. Je crois que je peux remercier la Bolivie. En passant la frontière, à près de 5000 mètres d'altitude, j'ai un pincement au cœur. On a quitté la montagne pour la mer. On arrive à Chiloé, une île au large des côtes chiliennes. On prend maintenant le temps de ne rien faire. On profite de tous les plaisirs. Je me suis allégé en jetant enfin tous mes guides de voyage. J'ai juste gardé quelques pages utiles, comme les pages culinaires. Si vous passez à Chiloé, n'oubliez pas que l'île vit essentiellement de la pêche. Vous pouvez goûter aux locaux, un coquillage que l'on sert le plus souvent cru, mariné dans un jus de citron et d'oignons frais. Vous pouvez aussi goûter au crabe et au saumon, particulièrement bon marché ici. Vous arroserez le tout d'un vin chilien, qui est à juste titre très renommé. C'est vrai que c'est bon. On goûte à tout. On se refait une santé. On est en décembre et la fin de l'année approche.
On passe aussi beaucoup de temps dans notre chambre d'hôtel. Et on est le 1er janvier. Ça fait 4 mois qu'on est parti. Un peu plus. Et là, on est à Chiloé et on en profite pour se reposer un peu. Ouais, parce qu'après la cuite que t'as pris pour le Nouvel An... En fait, quand on voyage longtemps comme ça, c'est bien d'y aller doucement. De faire le sac à dos tous les jours. Ouais. C'est chiant de parler à la caméra. Voilà, ça fait 4 mois qu'on est parti. On n'a pas bougé de la chambre. Mais le 1er janvier... Dans ma maison de famille, au Pays Basque, il n'y en avait que pour mon arrière-grand-père, dès lors que les discussions glissaient sur le voyage. Un jour, mon frère a retrouvé le journal intime de Jean-Baptiste. À lire la prose de l'ancêtre, il avait tout fait. Il y a l'histoire de sa fortune, acquise en vendant des tonneaux de cognac. Il y a aussi l'histoire du lion qu'il a tué, des Indiens qu'il a chassés. Il y a le plan de la ville qu'il a dessiné, la mairie qu'il a construite. Beaucoup d'exploits pour un jeune voyageur qui n'avait que 15 ans quand il est parti. En arrivant dans la ville où il avait vécu, j'ai demandé au chauffeur de taxi de m'emmener dans la rue qui portait son nom. À voir sa tête, j'ai tout de suite compris que la rue n'existait plus. Elle n'avait d'ailleurs peut-être jamais existé. On a été à la mairie, et là quelque chose ne collait plus. Mon arrière-grand-père était arrivé ici en 1859, donc il n'avait pas 15 ans mais 28 ans, le même âge que moi. Il n'avait pas dessiné le plan de sa ville, mais celui d'un petit village aux alentours. Dans les archives, j'ai bien retrouvé sa signature, ses certificats d'impôt, ses actes d'achat de la maison où il avait installé son commerce. On était loin du héros évoqué au Pays Basque. Ici, il n'avait pas vraiment laissé de souvenirs impérissables. Je me retrouve à filmer des rues et des immeubles d'une ville sans charme, et je réalise alors que la chose la plus importante que l'ancêtre Jean-Baptiste avait fait à mes yeux, c'était tout simplement de voyager. Il avait acquis une forme de liberté. Une forme de liberté et de mystère qui a permis ensuite toutes sortes de légendes à son retour. Nous, on n'avait envie que d'une seule chose, c'était de continuer notre voyage. Et on continue toujours plus au sud. On se dirige maintenant vers le bout du monde. Dans les fjords de Patagonie, le paysage change à chaque bras d'eau. Pendant le voyage, chaque découverte, chaque rencontre ne dure qu'un instant. Pour les apprécier, il faut avoir certaines qualités, une curiosité, une vivacité, une ouverture d'esprit. J'étais loin de réunir tout ça quand je suis parti.
Je n'ai plus envie d'être ailleurs, je ne fais plus aucun rêve, puisque j'ai tout devant moi. Il y a plein de gens au début qui nous disaient « Oh là là, vous partez longtemps, vous allez revenir, vous allez être changé, c'est extraordinaire. » Et en tout cas, moi je ne sais pas si j'ai changé réellement, mais en tout cas j'ai rapetissé. Parce que souvent on va laver nos habits au lavomatique et puis ils reviennent, ils sont plus petits. Et puis comme il ne fait pas très chaud ici, on a envie de tenir dedans. Donc on rapetissait, voilà. Donc quand on part longtemps comme ça, on devient plus petit, plus humble. Peut-être qu'ici aussi avec le paysage, ça aide. Ushuaia est la dernière ville du continent. C'est le but qu'on s'était fixé à notre voyage. Il y a 6 mois, j'aurais donné cher pour arriver jusqu'ici. Mais maintenant, nous n'avons plus envie de rentrer. Il fait toujours la tête. Pas facile de perdre aux cartes. Tout quand on est à Ushuaia. On s'installe dans une petite pension familiale, tout en haut de cette ville de pionniers de 50 000 habitants. Cette pension est le meilleur rapport qualité-prix de tout Ushuaia. On se sent ici comme à la maison. Pas étonnant, les propriétaires sont d'anciens voyageurs. Avant, on était aussi des voyageurs. Mais aujourd'hui, nous avons des enfants, alors nous bougeons moins. On voyage plus, mais on reçoit des voyageurs. Alors ils nourrissent notre imagination. Je suis venue à Ushuaia lorsque j'ai fini mon professorat. Je ne trouvais pas de travail à Buenos Aires. Ici, il y a beaucoup de choses que l'on ne peut pas faire à Buenos Aires. Il y a des opportunités professionnelles et personnelles aussi. Aujourd'hui, on prévoit de partir en Antarctique. On a envie de connaître, de faire une nouvelle expérience. Ce sont des raisons économiques qui nous poussent à partir. Mais on a aussi envie d'aller de l'avant, de voyager. Nous aussi, nous avons envie d'aller de l'avant, de continuer, toujours progresser. On se découvre sans limite. Après l'Amérique du Sud, pourquoi pas l'Afrique, l'Asie ou l'Antarctique? On ne se voit pas revenir en arrière. On ne veut pas faire demi-tour. La seule solution pour rentrer, c'est forcément par un tour du monde. Allô? Oui, ça va. Bon, je venais aux nouvelles. Le problème, c'est l'argent. Alors j'appelle le producteur qui m'a prêté la caméra. Non, mais moi, le tout c'est que ça se fasse. Que vous allez me donner plein de sous. Bon, c'est du boulot quand même. Moi, je vais chercher les types et tout. Ça se passe bien. Je rencontre plein de monde, mais moi, je m'engage vis-à-vis d'eux, quoi. Je fais des interviews, je leur dis. D'accord. Bon, tu verrais d'où je t'appelle. Hein. J'ai une cabine téléphonique au bord de la mer. À 2 mètres de la mer, il y a des glaciers qui tombent directement dans l'eau. Il y a du vent, bon, normal. C'est fabuleux. Quand je pense qu'il y a des gens qui s'ennuient derrière leur bureau. Je sens que dans l'immédiat, je ne dois pas attendre grand-chose de ce coup de fil. Surtout, j'imaginais bien ce qu'il y avait à l'autre bout de la ligne,
Un bureau, un agenda, du stress et de la routine. Même sans argent, nous sommes prêts à poursuivre. On quitte l'Amérique du Sud, cette terre de pionniers et de rêveurs. Moi, mon rêve en venant ici, c'était de pouvoir vivre à 10 000 km de chez moi et de mon confort près de Mylène. Je sais désormais que c'est possible. J'ai enfin goûté à la liberté du voyage. Ce n'est pas pour l'abandonner aussi rapidement. Tu commences ? Comme ça, froid. Mais c'est le dernier jour en Amérique du Sud. Nous partons et on est triste, un peu déçu. Enfin, pas déçu, mais un peu. C'est passé vite. Ah, c'est clair que c'est passé vite. C'est une impression. D'un côté, on est content de continuer le voyage. On est resté 6 mois en Amérique du Sud. On s'était attaché. Ouais, on parle espagnol, enfin, il y a plein de trucs qui sont Maintenant, attachés. il parle anglais dans l'avion. Il y a que des profs d'anglais. Hello. On continue. Allez. On continue. En avant, chauffeur. Toward the region where our thick atmosphere diminishes and God knows what is there. A pointed exclamation marks that sky in ringing orange. On a décidé d'user de notre liberté comme on tire sur un fil sans fin, avide et gourmand de tout. Bien loin de mes débuts difficiles. Maintenant, on a vraiment l'impression d'être dans le voyage. Autant au début, j'avais un peu de mal. Je me disais, est-ce que je vais tenir? Maintenant, et tout ça. Maintenant, maintenant, je suis pleinement dans le voyage. C'est intéressant. Oh. Même ici à Katmandou, on a les rêves. C'est bon, on peut continuer le voyage alors. Ouais. Attends. Tu pas dans les. Tu pas les. Allô. Ça va mieux. Il fait moins la tête. Il a gagné au rallye. Puis en plus, pour couronner le tout, il a eu sa maman au téléphone. Chocolat. Que j'ai porté moi-même tout seul, que j'ai mangé tout seul. La perfection. Thanks. It's strong, Et isn't it? tu manges du chocolat. Up against the white, I think it'll look nice. J'ai des photos de fromage. C'est surfait cette Thaïlande. Tout ce qui est paradisiaque, c'est une vue de l'esprit. T'as vu du Roquefort, toi? T'as vu des soirées foot à la télé? Ça avec de la bière. Bon, alors moi, je vois pas du tout en quoi j'ai changé. Ah,
Peut-être un peu mystique. Et moi je suis Quand on a rencontré David et Léonie, 2 Australiens sur le point de rentrer chez eux après un an de voyage, j'ai compris ce qui nous attendait. J'ai lu dans leurs yeux la fin de notre voyage. Nous avons voyagé dans 21 pays et nous rentrons à la maison demain. Vous êtes content de rentrer demain? Moi, il me tarde de rentrer, mais Moi, bof. je veux rentrer à la maison pour retrouver une vie normale. Pas moi. Mais elle va rentrer avec moi. Bien obligé. En quoi le voyage a-t-il changé votre relation de couple, si c'est pas trop indiscret? Non, eh bien, on ne fait plus l'amour. Je croyais qu'on ne ferait pas de commentaires là-dessus. Des gens nous ont demandé si c'était un bon test de voyager ensemble pour voir si on est fait l'un pour l'autre. Je ne sais pas si cela aurait marché si l'on n'avait pas été mariés. Comme nous le sommes, nous avons dû tout faire pour sauver notre mariage, car il y a de très mauvais jours quand on voyage. Moi, j'en ai eu. Moi, non. On aurait pu être mariés depuis 50 ans et ne pas passer autant de temps ensemble. Nous nous connaissons bien mieux maintenant. Et nous connaissons de nouveaux jeux de cartes. Ouais. Pour notre dernière soirée, on va se faire à manger et ensuite on ira au lit. Ouais, on ira au lit, on fera la grasse matinée et je ne sais pas ce que l'on va faire demain. Probablement se reposer en attendant le taxi qui va nous conduire à l'aéroport. L'année est déjà finie, j'arrive pas à le croire. D'un côté, on a l'impression d'être parti 1 an, mais de l'autre, ça s'est passé si vite. C'est comme si on était parti hier. C'est tout ce qu'on fait ce soir? Jusqu'au dernier jour, on a profité de chaque instant. Mais on a découvert que la routine pouvait vite reprendre le dessus, même en voyage. Il est temps de rentrer. Bien maigris, tout bronzés, nous avons essayé plus d'une centaine de chambres d'hôtel et on a été polis avec presque tous les chauffeurs de taxi. Notre tour du monde s'achève, bien mieux qu'il n'avait commencé. Le plus important est maintenant ailleurs. Une autre belle histoire a déjà commencé.